Dans le cadre de ce qu'on pourrait baptiser l'économie de la rue, nous avons déjà traité au moins d'un cas. C'était celui des machines manger cuites. Aujourd'hui, nous allons tenter d'aller un peu plus loin et de nous intéresser aux marchands de fruits. Pour ce faire, notre ami William Savary est allé mener son enquête au marché aux fruits de Pétionville, qui se situe à la rue Auger, juste après Giant Market. Et on va essayer de rentrer dans les détails et de voir comment tout cela s'organise. Bonsoir William et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Bien, donc nous sommes au marché aux fruits. Nous sommes dans la rue. Nous sommes dans la rue et plus particulièrement le marché aux fruits de Pétionville. Ce qui m'intéresse vraiment d'être dans la rue, je veux découvrir comment, je veux porter à la connaissance de nos téléspectateurs et téléspectatrices comment vivent les gens de ce pays. Hein, parce que plusieurs fois, vous voyez les gens se démerder dans la rue sans jamais vous rendre compte que, en fait, derrière les activités que les gens mènent, il y a des vies qui évoluent. Ouais. Il y a des foyers qui vivent. Hein? Donc, effectivement, je me suis focalisé sur les marchands de fruits à Pétionville. Il faut dire que j'ai parlé à plusieurs marchands de fruits, mais en particulier, je veux faire ressortir le fait que j'ai eu à intervenir 4 ou 3 d'entre elles. L'une, c'est Rose Gay, je la remercie. Rose, merci infiniment. Et ensuite, l'autre, c'est Magali. Ensuite, nous avons c'est Magali Charles et Marie Da. Ce sont des 3 femmes extraordinaires que je vais vous aider à connaître plutôt. Madame Rose est quelqu'un qui est dans le business depuis bientôt 25 ans. Elle a commencé à vendre à l'âge de 20 ans. Ensuite, il y a Magali Ra qui est dans le business depuis 27 ans. Ensuite, Madame Charles qui a commencé à vendre à 12 ans. Wow! Donc, ce sont des gens qui ont fait carrière et qui ne connaissent autre chose que la vente de produits. Hein? Et ce sont des dames qui représentent, si vous voulez, un prototype des marchands de rue, parce que la majeure partie des gens avec lesquels j'ai eu la chance de converser m'ont raconté à peu près les mêmes me donner, j'ai pu recueillir à peu près les mêmes données. C'est ça. Dans le cas de Rose, elle a une fille de 13 ans, une fille plutôt qui va en 3e secondaire. Et Magali a 6 enfants, dont 3 ont déjà fini l'école. Un est en philo et l'autre est en train de faire son business lui-même. Et Madame Marida, elle n'a pas voulu partager ses données personnelles. Et je dois vous dire que toutes ces dames, je n'ai pas non plus essayé d'être trop intrusif et leur demander leur statut marital parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qui me concerne. Donc, je respecte leur vie privée. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui ont une famille et dont le business permet de nourrir et d'élever leur famille. Je dois vous signaler que ces gens-là, leurs enfants, sont à l'école privée. Wow. Okay? Donc, ce sont des gens qui apprécient la différence de l'éducation, que les gens avaient la perception que l'éducation dans une école privée pourrait être supérieure à celle que les enfants recevraient dans une école publique où il y a trop d'écoles bolettes, évidemment. Donc, bon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut signaler. Et lorsque je leur ai demandé quelle serait leur aspiration pour leurs enfants, en fait, généralement, universellement, elles ont toutes dit que leurs enfants ne soient pas, elles aussi, en train de vendre des produits comme eux autres, elles ont fait. Donc, il y a une certaine fierté dans leur indépendance, mais pas une certaine fierté dans l'activité.
C'est ça. Parce qu'elles ont toutes inculqué chez leurs enfants la notion de l'indépendance, la notion de l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, vous voyez le nombre d'années que ces gens-là sont dans le business, et ce sont des gens qui travaillent. Toutes plus de 25 ans. Oui, ils sont des gens qui travaillent à leur compte. Donc pour faire ce genre de travail à son compte, il faut avoir un sens de l'entrepreneuriat assez aigu. Pas vraiment le sens de l'entrepreneuriat, mais plutôt le sens de l'indépendance assez aigu. Parce que pour l'entrepreneuriat, ça existe d'autres choses que nous allons voir ensemble qui n'est pas présent. Ce sont des gens qui commencent leur journée à 6h du matin. C'est-à-dire pour arriver au marché à 6h du matin, elles doivent quitter chez eux à 4h, 5h. Et la journée finit à 7h. Donc ce sont des gens qui rentrent chez eux à 8h du soir. Très longue journée. Très longue journée. Okay. En matière de revenus, je n'ai pas voulu leur demander ce qu'ils gagnent l'année. Je ne pense pas que c'était l'objectif de mon enquête. Et je doute d'ailleurs que j'aurais obtenu les chiffres corrects. Les chiffres, oui. Et d'ailleurs, si j'avais posé cette question, ça aurait pu causer un certain retrait. Parce que là, ce sont des gens qui sont très privés, vous savez, donc pas voulu. J'ai voulu recueillir l'information que j'ai voulu recueillir, pas vraiment être une nuisance à leur côté. Très bien. Okay? Donc, vous avez donc les ventes en général sont réparties entre une portion qui est utilisée pour leur standard de vie et une portion pour l'approvisionnement, une portion pour l'éducation des enfants. Et la portion de l'éducation des enfants est toujours la portion la plus fondamentale de la produit de leur vente. Donc vraiment, c'est grosso modo, c'est ce que vous avez comme données initiales et de base de l'activité de ces gens. Maintenant, lorsque vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent de la situation actuelle en tant que marchandes, et elles ont toutes fait référence à la situation d'avant et la situation d'aujourd'hui. La situation d'avant, c'était quoi? Les gens de notre âge, on s'en souvient qu'à l'époque où on était gosses, les marchands, dans les marchés, il y avait ce qu'on appelle l'inspecteur. Et l'inspecteur, c'était le gars qui vendait les fiches. Et les fiches consistaient de frais, d'une part, d'être là où vous êtes, parce qu'on ne pouvait pas aller au marché et se stationner carrément. Des frais de location. Des frais de location. On louait son espace. On louait son espace. Et ces frais s'accumulaient vers la mairie. Absolument. Et à partir de la mairie, la DGI, etc. Donc c'est vraiment la première chose qu'il faut tout de suite remarquer. La deuxième chose qu'elles ont fait remarquer, c'est qu'avant, les marchés étaient divisés. Oui, chaque produit avait son marché. Il y avait le marché de la viande, le marché des fruits, le marché de la quincaillerie. Donc chaque chose avait son espace dédié. Et ce qu'elle regrette, c'est que cette organisation n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez un marché. À l'intérieur de ce marché, il y a un amalgame de tous les produits. Son bric-à-brac, tout est mélangé. Et ça les rend très malheureuses. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont une certaine fierté dans la bonne organisation de l'espace où elles évoluent. Okay? Donc ça les chagrine un petit peu. Ça les chagrine parce que c'est pas parce que ça les gêne leur business. Ça les chagrine parce qu'elles constatent cette transformation comme un échec de la mairie. Donc c'est beaucoup plus complexe. Et un échec de la mairie, pourquoi? C'est parce quel sens? Oui, je comprends. Parce que finalement, quand on passe même devant ce marché, c'est un beau marché. Bon. Architecturalement, ça tape à l'œil et c'est vraiment un lieu accueillant où on a envie d'aller et qui est directement sur la rue en plus. Oui, maintenant. Pourquoi les gens sont désolés et disent que c'est un échec de la mairie? Parce que vraiment, il ne faut pas oublier que nous avons souvent dit sur le tableau que dans notre réalité, dans nos points de référence comme société, nous percevons l'État comme étant responsable de nous autres. Bon, moi, je ne suis pas de cette façon, vous non plus, mais c'est les réflexes de notre société. Les gens tendent à responsabiliser l'État pour beaucoup de choses. Mais là, dans le cas du marché, les gens responsabilisent la mairie pour la gestion du marché. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire?
Lorsque ce marché dont il est question a été construit, c'était une initiative de la mairie. C'est une initiative. C'était d'abord conçu par le maire Lydie Parent. Oui. Qui, après elle, le marché a été construit sur l'administration de Martelly. À l'époque, Ivanka était la mairesse de Pétionville. Et au début, le marché a été construit, il y a 54... il y avait 54 espaces différents. Ouais, de la même dimension, où les gens pouvaient vendre, etc. Il y avait un service... Merci. Il y avait l'approvisionnement en eau et l'électricité, le service de nettoyage, etc. lorsque le marché venait à peine d'être inauguré. C'est ça. Maintenant, il se trouve il faut essayer de dire que le fait que le marché soit localisé à côté de Giant, ça aide les ventes, parce que ça attire beaucoup plus de clients dans la zone. Donc, et des clients qui peuvent payer. Oui. Maintenant, lorsque il y a eu des troubles dans le pays, et que l'administration de la mairie a subi des changements, transformations, tout ce qu'on veut, il y a eu une négligence vis-à-vis de ce marché. D'accord. Parce que les services que la mairie devait leur fournir n'étaient plus au rendez-vous. OK? Et même pour la perception des frais, la mairie ne se montrait plus. Et donc c'était devenu gratis tichéri. C'était devenu gratis tichéri. Et ce qui est amusant de dire, c'est que le marché a été construit à une époque où Haïti connaissait un certain tournant de façon économique et politique. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, un pays où Haïti open for business, il y a tout ça. Et il y avait beaucoup de gens de la MUNISTA et beaucoup d'étrangers dans le pays. Le marché a été étiqueté marché blanc. Catalogué marché blanc avec MUNISTA. Marché blanc avec MUNISTA. Maintenant, pourquoi? C'est parce qu'en fait, la majeure partie de la clientèle du marché, qui était effectivement et aussi la clientèle de Giant, en allant à Giant, s'arrêtait pour acheter là, parce que c'est la question de proximité. Mais les gens, carrément, ont collé l'étiquette marché blanc. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le langage haïtien, c'est un marché où on vend plus cher. Eh oui. Alors que c'est pas vrai. Les marchands, selon elles, bien sûr, ne vendaient pas plus cher que les gens qui vendaient dans les rues. C'est la réputation que ce marché a, en effet, d'être un peu plus cher que les autres de la Rumanie, etc. Donc c'est la réputation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La MUNISTA est partie. La majeure partie des étrangers est partie. Maintenant, beaucoup des marchands qui étaient à l'intérieur de ce marché vendaient moins. Et en l'occurrence, certaines d'entre elles sont décédées. Et de 54 étagères, aujourd'hui, nous sommes réduits à 12. 12. Passé de 54 à 12. 54 à 12. Maintenant, on ne s'en rend pas tellement compte parce que probablement ces 12-là se mettent toutes à l'avant. Donc on ne voit pas ce qu'il y a derrière. C'est ça. Maintenant, et pourquoi les gens pensent que c'est l'échec de la mairie? Parce que la mairie n'a pas pu organiser le marché de sorte qu'à attirer de nouvelles marchandes à l'intérieur. Et les nouvelles marchandes vous disent qu'il n'y a plus de clients qui viennent parce que les Blancs sont partis, la MUNISTA est partie. Mais sans pour autant se rendre compte que peut-être si l'implication d'une institution, l'État ou d'eux-mêmes, d'organiser peut-être des programmes publicitaires, des campagnes de publicité pour attirer une clientèle. Mais d'après eux, c'est une responsabilité qui incombe à la mairie. Donc, vous comprenez, c'est pourquoi j'avais bien dit la responsabilité nous avons de notre psyche, la notion que l'État est responsable de beaucoup de choses. Maintenant, il faut souligner aussi que la difficulté à attirer d'autres marchands vient du fait qu'il y a cette étiquette de marché blanc. Parce que les gens qui auraient dû normalement rentrer au marché et s'installer vous disent ils ne vont pas vendre au blanc. Ils ne vont pas vendre pour MUNISTA. Donc il y a cet élément, ce racisme à l'intérieur même de ce sous-groupe de la société.
Donc c'est vraiment pour les gens qui pensent évoquer le problème de couleur, lorsqu'il s'agit de la question de la bourgeoisie, de la classe moyenne dans ce pays, les gens devraient vraiment se rendre compte qu'à l'intérieur de tous les sous-groupes de ce pays, c'est pas une question d'épiderme. Il y a une question sociale qui doit être résolue et doit être adressée. Et plus on parle de la question de sociale sur la question de couleur, plus on s'éloigne de la solution du problème. Hein? C'est pourquoi j'ai voulu faire cette parenthèse. Très bien. Donc, nous savons donc que les gens sont... Le marché est réduit de 54 à une douzaine de marchandes et les ventes ont beaucoup chuté. Ben, forcément. Hein? Les ventes ont beaucoup chuté. Forcément. Donc, on se demande, et pour que les ventes puissent se reprendre, il faut l'implication peut-être, il faut l'implication de l'État peut-être, parce qu'initialement, la construction du marché, c'était l'implication de l'État. Hein? Oui, la mairie à l'époque a voulu cette solution, c'était surtout pour retirer les marchands des trottoirs. Bon, il y a eu des tas de campagnes de déguerpissement qui ont été organisés, je me rappelle, où la mairie faisait passer des communiqués ou même passait avec des camions en disant « Bon, vous avez jusqu'à telle date pour évacuer. Si vous n'évacuez pas, on vous évacuera de force. » J'ai moi-même assisté à l'une de ces descentes des employés de la mairie pour déguerpir les marchands. C'était pas beau à voir. Maintenant, je ne pense pas personnellement que la force est vraiment l'option nécessaire pour enlever les marchands des rues. C'est la dernière. Bon, maintenant, pour les enlever, vous voulez les placer à l'intérieur d'une structure. Il faut vraiment mettre en place ces structures pour attirer la clientèle. Ça a été le cas au début. Oui. Moi, mais il n'y a pas de parking, par exemple. Les gens viennent, ils sont dans les rues pour descendre. Et parfois, les gens ne veulent pas descendre de leur voiture. Il n'y a pas, par exemple, de sécurité. Hein? Vous n'avez pas les facilités pour accueillir les vendeuses. Oui, un instant. Je vais vous laisser parler, mais je veux faire le point que ça ne suffit pas de dire aux gens de déguerpir, parce que les gens ont besoin de s'installer quelque part pour gagner leur vie. Mais quelles sont les alternatives que vous leur offrez? C'est vraiment le point. Oui, est-ce que vous leur offrez un espace où les gens puissent faire leur commerce en sécurité et avoir de la clientèle, ou vous voulez carrément les chasser de la rue? Les chasser de la rue, vous les chassez aujourd'hui, demain ils reviennent. Pourquoi? C'est parce que l'alternative qui est proposée ne convient pas. Donc il faut vraiment réfléchir de façon stratégique comment encadrer ces marchands, parce que ces gens remplissent une fonction fondamentale dans la société. Je vais vous dire au Rwanda ce qui a été fait au Rwanda. Les conditions que vous avez en Haïti étaient de même au Rwanda. Mais dans plusieurs quartiers, ils ont construit ce qu'on appelle les marchés publics. Comme ils ont fait à côté de Giant. Mais il y a eu un programme de financement, il y a un programme de advertisement, comment on dit ça? De publicité. De publicité pour attirer la clientèle, il y a des programmes de crédit, il y a tout ça qui existe pour attirer la clientèle vers le marché et permettre aux marchands de se fédérer, de pouvoir acheter à meilleur prix pour pouvoir vendre moins cher. Donc, ça ne suffit pas d'utiliser la violence. William, je ne connais pas le Rwanda, mais je suis persuadé que M. Kagame, après avoir dit, voilà, nous vous avons construit tous ces espaces-là, je suis sûr qu'il leur a dit, je ne peux plus vous voir vous installer sur les trottoirs. Oui, mais les infrastructures ont été mises en place. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Donc c'est vraiment là le point. Nous sommes d'accord, parce que quand on parle de sécurité, d'absence de parking, c'est pas quand on va mettre deux piquets dans le sol et après là, sur les deux piquets, qu'on est là. Vous êtes dans la rue, il y a pas plus de places de parking là qu'ailleurs, et la sécurité, c'est elle qui organise leur sécurité. Bon. Et c'est une sécurité féroce. Je vous raconte une autre chose. Je vais partager avec vous quelque chose d'autre. On parle souvent de croissance économique. En fait, ça, c'est notre cheval de bataille, parce qu'on voudrait que... C'est ça. Est-ce que, ça c'est une question, est-ce que c'est nécessaire que ces dames, pour gagner leur vie, doivent faire ce travail? Est-ce qu'il peut y exister d'autres opportunités qui pourraient peut-être les enlever de ce genre d'activité et les encadrer quelque part d'autre, à mieux gagner leur vie dans des structures qui pourraient peut-être être beaucoup plus rentables?
Vous comprenez, c'est vraiment la question à laquelle il faudrait vraiment réfléchir. Il faut aussi dire que les gens de ce marché dont il est question, c'était organisé initialement. Hein. Il y avait un comité qui avait la responsabilité d'interagir avec la mairie, et la personne qui s'en occupait n'est plus. Donc il y a une certaine dégringolade de ce marché. Donc il y a beaucoup de raisons sous-jacentes, hein, qui pourraient être à la cause. Oui, on retrouve l'absence de maintenance, qui est une des plaies de tous les secteurs d'Haïti. Et leur financement, c'est comme on nous dit souvent, c'est à travers les points A. Il n'y a pas de financement alternatif autre qu'à travers les points A. Ouais. Il y avait le président Jovenel avait mis en place une structure, en fait, un programme de prêt au niveau de l'ONA. Mm-hmm. C'est près de 50 000 gouttes, 25 000 gouttes, c'était pas vraiment grand-chose, mais il n'y a pas de financement. Donc, et le fait qu'il n'y a pas de financement, il y a un manque d'organisation, ça vraiment ne peut pas permettre à ce que les gens puissent connaître un succès qui pourrait durer. Hein? Parce que là, il faut vraiment regarder comment réussir dans la durée. Hein? Bon, William, là, on va devoir mettre fin à cet très intéressant échange. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que le sujet est vaste. Absolument. L'économie des rues c'est un vaste sujet. Ouais. Parce que là, on n'a pas abordé la question de l'approvisionnement. Où est-ce que ces dames s'approvisionnent? On n'a pas tenu compte non plus qu'il s'agit d'un commerce très, très, très pointu, très spécialisé, qui est celui de tous les produits périssables. Quand vous établissez votre prix de vente, vous devez tenir compte qu'il y a un certain pourcentage de ces fruits qui, si vous ne les vendez pas immédiatement, vont commencer à pourrir, et il va falloir les jeter, etc. etc. Oui, donc, mais là, c'est une question de la gestion de l'inventaire. Mais voilà, absolument. Donc, on en reparlera une prochaine fois. Absolument, hein? Absolument. Donc, pour l'instant, on est toujours dans la rue, on est toujours à la rue Auger, dans le marché aux fruits de Pétionville. Belle bâtisse architecturale, mais apparemment mauvaise gestion. Et ce qui fait que ce qui était parti d'une bonne intention est en train de péricliter, malheureusement. On verra peut-être ce qu'il y a lieu de faire. En attendant, passez une bonne soirée. Salut William. Merci Serge.